J'étais dans mon appartement à Lyon quand le passé que je croyais avoir enterré est revenu frapper à ma porte. Il y a des années, mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour l'université, que les dettes étaient honteuses, que je devais lutter pour me forger un caractère. Je les ai crus jusqu'au jour où ils sont venus me demander de financer le mariage somptueux de ma sœur, comme si ma réussite existait pour restaurer leur fierté. À cet instant, quelque chose en moi s'est éclairci parfaitement. Ils avaient réécrit les règles pour elle. Mais cette fois, je n'étais pas la fille obéissante qu'ils attendaient. Je leur ai offert une confrontation avec la réalité qu'ils n'oublieraient jamais. Je m'appelle Élise, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai joué le rôle que ma famille avait écrit pour moi, la fille fiable, celle qui résolvait les problèmes en silence, celle qui ne demandait pas grand-chose, parce que demander ne menait généralement nulle part. J'ai grandi dans une petite maison juste à l'extérieur de Lyon, où les murs étaient couverts des projets artistiques scolaires encadrés de ma mère, Hélène, et des vieux calendriers de garage de mon père, Thomas. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle famille française ordinaire. Mais à l'intérieur, il y avait une division constante et tacite. Chloé, ma sœur cadette, brillait au centre, et j'ai appris à m'effacer autour de son éclat. Ce n'était pas toujours malveillant. C'était subtil. Un millier de petits moments qui me disaient où était ma place. Quand je ramenais un bulletin avec que des 20 sur 20, maman disait « C'est merveilleux, Élise », sans lever les yeux de sa marmite. Quand Chloé arrivait avec un trophée de danse de dernière minute, tout le salon se transformait en fête. Papa sortait son téléphone, appelait la famille et se vantait comme si elle avait gagné les Jeux Olympiques. J'ai appris très tôt que l'approbation n'était pas quelque chose que je pouvais mériter. C'était quelque chose que Chloé avait, tout simplement. Arrivé en terminale, je pensais que l'université serait peut-être ma chance de réécrire ma propre histoire. Je me souviens encore du matin où j'ai reçu ma lettre d'admission dans un programme de cybersécurité. Le seau n'était même pas brisé que j'ai déboulé dans la cuisine, essoufflé, fier comme je ne l'avais pas été depuis des années. Pendant quelques minutes, je me suis permis d'imaginer qu'il serait excité pour moi, qu'il m'aiderait peut-être à franchir la prochaine étape. Au lieu de cela, Hélène s'est essuyé les mains sur une serviette, a échangé un regard avec Thomas et a dit « Chérie, maintenant que tu as 18 ans, tu vas devoir te débrouiller seul pour l'université. » Thomas a ajouté « Nous n'avons pas reçu d'aide. Tu ne devrais pas en recevoir non plus. » J'ai demandé s'il pouvait se porter co-garant pour un prêt. Hélène a pincé les lèvres. La dette est dégradante. Les gens utilisent les prêts comme un raccourci. Tu dois apprendre la résilience. Ce mot, résilience, s'est gravé en moi comme un avertissement. J'ai passé les 4 années suivantes à cumuler 3 emplois, à m'endormir sur mes manuels dans des chambres d'étudiants glaciales, à manger ce que je pouvais préparer pour 5 € par jour. Les seules personnes qui ont été là pour moi furent mes grands-parents, Étienne et Marguerite, qui m'ont discrètement conduite à une banque à Grenoble et se sont portés co-garants pour mes prêts sans la moindre condition. Saisir une opportunité n'est pas un péché, m'a dit papy en signant les papiers. Et avoir besoin d'aide non plus. Finalement, j'ai obtenu mon diplôme, bâti une carrière et me suis forgé une vie qui semblait solide et mienne. Une vie où je n'avais pas besoin de marcher sur des œufs pour ménager l'ego de quelqu'un d'autre. Mais chaque fois que je rendais visite à mes parents, l'ancienne dynamique reprenait sa place. Chloé flottait sur des coussins de compliments. J'étais assise en arrière-plan, la fille qui, s'en était bien sortie, comme si, bien sortie, était tout ce que j'avais jamais eu le droit d'être. Je pensais que la distance me protégerait. Je pensais que la réussite mettrait tout ça derrière moi. Mais quand Hélène et Thomas sont venus à ma porte me demander 70 000 € pour le mariage somptueux de Chloé, j'ai enfin compris quelque chose. Mon histoire avec eux n'était pas un chapitre clos. C'était une mèche qui attendait d'être allumée. La demande est arrivée un mardi soir, le genre de nuit calme où les lumières de la ville derrière ma fenêtre paraissaient presque douces. Hélène et Thomas étaient assis raidement sur mon canapé, les mains croisées comme s'ils se préparaient pour une représentation plutôt qu'une conversation. J'aurais dû savoir. Mes parents ne s'asseyaient comme ça que lorsqu'ils voulaient quelque chose d'énorme, d'impossible. « Nous avons besoin de ton aide », commença Hélène, sa voix mielleuse d'une manière qui me serra l'estomac. « Le mariage de ta sœur. » Eh bien, ça devient un sacré événement. Thomas s'éclaircit la gorge. La famille de Julien est habituée à un certain standing. Nous nous sommes déjà engagés pour le lieu et les décorations, mais les coûts sont plus élevés que prévu. J'ai attendu. Puis Hélène l'a dit. Nous espérions que tu pourrais contribuer.
70 000 € devraient couvrir les dépenses restantes. Un instant, la pièce devint silencieuse. Leur visage exprimait une attente, comme si c'était raisonnable, naturel, le devoir évident d'une fille qui s'en était bien sortie. Je les ai fixés, attendant la chute. Elle n'est pas venue. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous avez refusé de vous porter co-garant pour un petit prêt étudiant afin que je puisse aller à l'université, et maintenant vous vous attendez à ce que je finance un mariage de luxe? Hélène a cligné des yeux, sincèrement offensée. C'était différent. Une dette universitaire t'aurait nui. Là, il s'agit de la famille. La famille. Drôle comme ce mot ne faisait surface que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Chloé ne m'avait pas parlé depuis des années. Pas depuis la crise de Noël qu'elle avait orchestrée dans mon appartement, se moquant de mes meubles, de mon quartier, et même d'une recette de famille que j'avais préparée pour me sentir proche de ma grand-mère. Elle était partie en claquant la porte après que je me sois enfin défendu, et notre relation s'était arrêtée net. Maintenant, elle voulait une salle de bal pleine de fleurs importées et des tours de cristal de champagne. Et d'une manière ou d'une autre, c'était à moi de réaliser ce rêve. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais réfléchir, respirer, creuser à travers des années de pression jusqu'à trouver ma propre voie en dessous. Mais mon silence a suffi à Thomas. Élise, a-t-il dit en se penchant en avant. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux te le permettre. La voilà, la vérité qu'ils avaient répétée. Ma réussite ne m'appartenait pas. Elle appartenait à leur image. Après leur départ, les appels ont commencé. D'abord, Manon, moralisatrice comme toujours, tes parents ont le cœur brisé. Comment as-tu pu dire non si vite? Puis Clément, sérieusement, tu n'aides pas. Tu es riche. Puis Rémi, je ne te reconnais même plus. Chaque appel resserrait la corde invisible autour de mes côtes. Ma version des faits ne les intéressait pas. Ils voulaient la soumission, pas la compréhension. Mais le coup le plus dur est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un texto. C'est Julien. Ton refus rend les choses difficiles pour Chloé. S'il te plaît, reconsidère ta décision pour elle. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai bloqué le numéro. Pendant des années, j'avais porté le fardeau d'être la raisonnable, la responsable, celle qui absorbait les déséquilibres familiaux sans protester. Mais alors que je me tenais près de ma fenêtre cette nuit-là, regardant la ville pulser en contrebas, quelque chose a changé. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de les décevoir. J'avais peur de me perdre si je n'agissais pas. Le silence après avoir bloqué le numéro de Julien semblait plus lourd que le bruit qui l'avait précédé. Je me suis assise sur le bord de mon lit, les coudes sur les genoux, laissant tout décanter, l'ancienne blessure, la nouvelle insulte, les années que j'avais passées à me plier pour devenir quelqu'un d'utile pour eux. Quelque part en chemin, j'avais confondu l'endurance avec l'amour et le sacrifice de soi avec la loyauté. Cette illusion avait maintenant disparu. Pendant 3 jours, j'ai essayé de me secouer. Je me suis concentré sur le travail, sur des lignes de code et des rapports de sécurité, tout ce qui n'impliquait pas des budgets de mariage ou la culpabilité familiale. Mais les souvenirs revenaient sans cesse avec une clarté douloureuse, le haussement d'épaule dédaigneux de Thomas quand je l'ai supplié de m'aider pour l'université, le sermon d'Hélène sur la dette dégradante, le rire suffisant de Chloé à ma table de Noël. À l'époque, j'avais tout avalé. Maintenant, ça me brûlait. Le 4e matin, j'ai ouvert un vieux dossier rangé au fond du tiroir de mon bureau. Des paiements, des factures, les vestiges de ces années d'université. Pas les détails, juste le rappel. J'en ai tenu un dans ma main, traçant l'encre pâlie, ressentant à nouveau l'épuisement d'étudier jusqu'à l'aube après une double journée de travail, les sols froids de la bibliothèque où je faisais parfois la sieste parce que je ne pouvais pas me permettre de laisser mon chauffage allumé toute la nuit. Il m'avait laissé me noyer à l'époque. Maintenant, il voulait que je construise un canot de sauvetage pour Chloé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est aligné. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais de la clarté. Dire non n'était pas de la cruauté. C'était une correction. C'était la vérité. J'ai rédigé un message pour Hélène et Thomas, court et ferme, j'ai examiné votre demande. Ma réponse est non. Veuillez ne plus contacter la famille élargie à ce sujet. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Au lieu de cela, j'ai fermé mon téléphone, pris mon manteau et traversé la ville pour voir Étienne et Marguerite. Si quelqu'un pouvait me ramener sur terre,
c'était bien eux. Dès que je suis entré, ma grand-mère m'a touché la joue et a dit, « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. » Je me suis un peu effondré à ce moment-là, juste assez pour laisser sortir la vérité. Je leur ai tout raconté. Étienne a écouté en silence, les mains croisées sur la table. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois. Se défendre n'est pas une trahison, a-t-il dit. C'est de la maturité. Ça ne leur plaira pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais besoin de la mienne. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble, ma décision était prise. La prochaine fois que mes parents demanderaient une réponse, ils ne parleraient pas à la fille qui restait silencieuse. Ils rencontreraient la femme qui avait enfin appris à dire non. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour la confrontation suivante. Elle a eu lieu le dimanche après-midi suivant, une journée fraîche à Lyon, où l'air avait un goût de pain froid et de fumée de cheminée lointaine. Je venais de finir de nettoyer mon appartement quand l'interphone a sonné. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'écran. Il y a des choses qu'on sent au plus profond de soi. La voix d'Hélène a flotté à travers le haut-parleur. « Élise, ma chérie, nous devons parler. C'est important. » Important a toujours signifié urgent pour eux. Urgent a toujours signifié quelque chose qu'ils voulaient. Je les ai laissés entrer quand même. Quand ils sont entrés, les yeux d'Hélène ont balayé mon appartement comme si elle cherchait la preuve que je ne le méritais pas. Thomas a évité de me regarder, se dirigeant directement vers le comptoir de la cuisine comme s'il était chez lui. Il se déplaçait avec le droit tranquille des gens qui ne se sont jamais demandé s'ils étaient les bienvenus. Hélène a joint les mains. « Nous avons entendu dire que tu as été submergé par tous les appels. » Submergé. Pas harcelé. Pas attaqué. Submergé. Je n'étais pas submergé, ai-je dit. J'étais déçu. De nous ? A-t-elle demandé, comme si c'était impensable. De tout le monde. Thomas a expiré bruyamment. Écoute, Élise, nous savons que tu es contrariée par le passé, mais il est temps de laisser ça derrière toi. Il s'agit de l'avenir de ta sœur. Et voilà encore. Ma vie présentée comme une note de bas de page au service de la convenance de Chloé. Je me suis appuyé contre le bras de mon canapé, les bras croisés. Avant d'aller plus loin, soyons honnêtes. Vous avez refusé de m'aider pour l'université. Vous avez fait de vos peurs des principes. Vous m'avez laissé m'épuiser au travail en insistant sur le fait que c'était bon pour moi. Et maintenant, vous voulez que je paie pour le mariage de Chloé. Un mariage somptueux. Pourquoi ? La mâchoire de Thomas s'est crispée. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Hélène a ajouté. Les parents de Julien contribuent tellement. Nous ne pouvons pas paraître inadéquats. Alors c'était ça. Pas l'amour, pas l'équité, pas la famille. L'apparence. Vous vous souciez plus de paraître réussir que d'être de bons parents, ai-je dit doucement. Hélène a rougi. Ce n'est pas vrai. Et franchement, je n'apprécie pas qu'on me parle de cette façon. Alors essayez de m'écouter au lieu de me gérer. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine. Nous ne sommes pas venus pour nous disputer, a dit Thomas. Nous sommes venus pour une solution. Nous avons besoin de cet argent, Élise. Non, ai-je dit. Le mot est tombé entre nous comme une pierre, petit mais imparable. Hélène a cligné des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Non, a-t-elle répété. Non, ai-je dit à nouveau, calmement. Je ne paierai pas pour le mariage. Tu peux te le permettre, a rétorqué Thomas. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est-elle ? A exigé Hélène, sa voix tremblant d'indignation. J'ai pris une lente inspiration. La question, c'est que vous voulez ma réussite sans reconnaître ce qu'elle m'a coûté. Vous voulez une aide financière sans responsabilité émotionnelle. Vous voulez que je répare les erreurs que vous avez commises par orgueil, et vous voulez que je prétende qu'elles n'ont jamais été des erreurs. Les yeux d'Hélène brillaient de quelque chose de vif, la colère, pas la tristesse. C'est mesquin, Élise. Le mot m'a transpercé. Mesquin. Le même mot qu'elle avait utilisé des années auparavant, quand je me noyais sous les études et les dettes, et qu'elle avait refusé de se porter garante pour un prêt qui aurait tout changé. Sauf que maintenant, je n'avais plus 18 ans. Je me suis approché, la voix basse et ferme. Vous me trouvez mesquine parce que je refuse quelque chose que vous m'avez refusé.
quand j'avais besoin d'argent pour l'université, vous avez dit non parce que vous croyez que la difficulté forgerait le caractère. Mais maintenant, quand votre enfant préféré veut un mariage de conte de fées, soudainement, la dette n'est plus moralement répréhensible. Soudainement, l'argent est un outil, pas un péché. Hélène a détourné le regard. Thomas s'est frotté la nuque. Nous pensions que c'était la bonne décision à l'époque. Non, ai-je dit. Vous pensiez que c'était la décision facile pour vous. La pièce est devenue silencieuse. Même le bourdonnement du chauffage semblait retenir son souffle. Puis Hélène a murmuré, « Tu vas gâcher ce mariage. » J'ai ri. Je ne voulais pas, mais le son est sorti de moi comme une soupape de sécurité. Je ne gâche rien du tout. Je refuse de cautionner vos mauvaises promesses. Elle a dégluti difficilement. Chloé sera dévastée. Elle était déjà dévastée, ai-je dit doucement. Bien avant que je dise non. Vous l'avez élevée en lui faisant croire que tout devait lui être donné. Et maintenant, le monde corrige ses attentes. Hélène a semblé stupéfaite, comme si elle n'y avait jamais pensé. Thomas a secoué la tête. Nous ne pouvons pas revenir sur notre parole. Alors ne le faites pas, ai-je dit. Mais ne me demandez pas de vivre avec les conséquences. Hélène s'est avancée, la voix tremblante. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Élise? Tu étais si douce avant. J'ai grandi, ai-je répondu. Avant qu'il puisse dire un autre mot, la sonnette a de nouveau retenti. Je me suis figé. Hélène s'est tournée vers la porte, confuse. Tu as invité quelqu'un d'autre? Non, ai-je dit, mais mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte. Chloé était là, sans vêtements de marque, sans sourire narquois étudié, sans entourage de validation bourdonnant derrière elle. Juste ma sœur, en jean et pull légèrement froissé, serrant son sac à deux mains comme s'il la maintenait debout. Il faut que je te parle, a-t-elle dit, la voix basse. Hélène s'est précipitée vers elle. Ma chérie, nous nous occupons d'eux. Maman, a dit Chloé en levant la main. S'il te plaît, arrête. Hélène s'est tue, surprise. Chloé est entrée et s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient plus doux que je ne les avais vus depuis des années. J'ai tout entendu, a-t-elle dit. Et Élise, tu as raison. Ces mots nous ont tous stupéfiés. Même Thomas a cligné des yeux comme s'il avait mal entendu. Chloé a dégluti. J'ai laissé le mariage devenir incontrôlable. J'ai laissé la famille de Julien dépenser trop. Et je vous ai laissé vous deux, elle a jeté un regard à nos parents, promettre des choses que nous ne pouvions jamais nous permettre. Je pensais que ça me ferait me sentir digne, et au lieu de ça, ça a tout empiré. La voix d'Hélène s'est brisée. Mais ma chérie. Non, a dit doucement Chloé. Je dois dire ça. Elle s'est retournée vers moi. Je t'ai traité horriblement pendant des années. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais jalouse, ou parce que maman et papa donnaient l'impression que tu étais la forte, celle qui n'avait besoin de rien. Elle a inspiré, tremblante. Mais tu avais besoin de choses, et ils ne te les ont jamais données. Hélène a grimacé. Le regard de Thomas est tombé au sol. Chloé a continué, la voix plus stable maintenant. Je ne veux pas d'un mariage somptueux acheté avec de la culpabilité et de la pression. Je veux quelque chose de vrai, quelque chose où je peux entrer sans honte. Et si ça signifie réduire les dépenses, alors c'est ce que je vais faire. Hélène a bafouillé. Mais le château de la cour n'aura pas lieu, a dit Chloé. Maman, papa, arrêtez. S'il vous plaît. Puis elle m'a regardé. Je suis venu ici pour te demander si tu viendrais quand même au mariage. Pas comme un chéquier. Comme ma sœur. La pièce a retenu son souffle. Lentement, j'ai hoché la tête. Oui, je viendrai. Hélène a eu l'air de vouloir protester à nouveau, mais pour une fois, Thomas a posé une main sur son bras. Laisse faire, a-t-il murmuré. Chloé a expiré, le soulagement détendant ses épaules. Merci. Mais avant de partir, elle a ajouté une dernière chose. Et Élise? Cette confrontation avec la réalité que tu leur as offerte? Un petit sourire est apparu. Ils en avaient plus besoin que nous ne le pensions toutes les deux. Alors que la porte se refermait derrière elle, je suis resté dans le silence de mon appartement, le cœur battant avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Pour la première fois de ma vie,
Je ne m'étais pas plié. Je n'avais pas cédé. Je m'étais tenu droite. Et mon monde a enfin basculé avec moi. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé devant le centre communautaire où Hélène enseignait, des guirlandes lumineuses brillant dans le crépuscule, des fleurs sauvages disposées dans des bocaux en verre le long de l'allée. Ce n'était pas le complexe de luxe dont mes parents avaient rêvé, mais c'était chaleureux, honnête, réel. Quand je suis entré, Chloé attendait près de la petite allée improvisée. Sa robe était simple et belle, rien à voir avec les robes de créateurs qu'elle convoitait autrefois. Elle a souri en me voyant, un sourire doux et reconnaissant qui ne contenait ni compétition, ni supériorité, juste de la sororité. « Prête » a-t-elle murmuré. « Pour toi ?»« Toujours » ai-je dit. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel. Les invités ont applaudi, une douce vague d'affection qui semblait méritée, pas mise en scène. Julien la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce, et pour la première fois, j'ai cru qu'il n'était plus seulement le garçon qu'il avait été. Mes parents ne sont jamais venus. Il fut un temps où cela m'aurait anéanti. Mais alors que je me tenais à côté des jeunes mariés, entouré de gens qui étaient venus non pas pour le spectacle mais par amour, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas celle qui naît de la perfection, mais de la vérité qui trouve enfin sa place. Une semaine plus tard, Hélène et Thomas ont demandé à me voir. Nous nous sommes assis dans un petit Starbucks près du magasin de papa. Il paraissait plus petit, moins sur deux, moins blindé. Hélène a parlé la première. Nous avons eu tort sur tellement de choses. Thomas a hoché la tête. Nous aurions dû t'aider. Nous aurions dû être fiers de toi. Nous sommes désolés. Leurs excuses n'effaçaient pas le passé, mais elles le reconnaissaient. Et c'était suffisant. Je suis prête à aller de l'avant, ai-je dit, mais avec des limites. Ils ont accepté. En retournant à ma voiture, le soleil de fin d'après-midi réchauffant mes épaules, j'ai réalisé quelque chose. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est calme, constante, et entièrement vôtre. Debout là, dans la douce lumière de Lyon, j'ai compris la vérité que j'avais passé des années à chercher, l'amour ne se mesure pas à ce que l'on abandonne, mais à ce que l'on refuse de laisser nous briser. Je n'ai pas financé un mariage somptueux, et je n'ai pas répété les schémas qui m'avaient autrefois blessé. Je me suis choisi, et d'une manière ou d'une autre, ce choix nous a tous rapprochés de quelque chose d'honnête. Si cette histoire vous parle, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de drames familiaux et de confrontations avec la vie réelle. Vous n'êtes pas seul.